bienvenue à Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, donc on va voir une belle application du théorème des résidus, notamment le calcul d'une intégrale une intégrale difficile, vous allez voir, et qu'on ne peut pas calculer par les méthodes classiques d'intégration. Alors donc dans cette vidéo, je vais rappeler le théorème des résidus. Je vais donner quelques exemples comment l'appliquer et on va l'appliquer à cette intégrale. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui n'ont jamais vu ce théorème. Ça va être l'occasion de voir comment en pratique on le met à contribution pour calculer des intégrales. Alors, si tu es nouveau, alors tu peux aller faire un tour du côté des playlists. Alors, il y a des playlists consacrées à l'enseignement, il y a une playlist consacrée à des résultats importants en mathématiques, donc des grands théorèmes, des calculs un peu astucieux, etc. Alors, allons-y. Alors l'intégrale à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, c'est cette intégrale IPA, l'intégrale de 0 à l'infini cosinus px sur cosinus hyperbolique de x plus cosinus hyperbolique de a. Et on veut montrer que cette intégrale entre 0 et l'infini plus l'infini est égale à pi sinus pa, sinus a, sinus hyperbolique de pi fois p. Voilà. Alors, pour calculer cette intégrale, donc il n'y a aucune méthode classique pour faire, c'est-à-dire trouver des primitifs, mais dans ce genre de situation, il se trouve qu'il y a un théorème très fort, le théorème des résidus, qui permet de calculer ce genre d'intégrale. Donc on va utiliser ce théorème. Alors, je rappelle le cosinus hyperbolique. Donc le cosinus hyperbolique de x, c'est exponentielle de x plus exponentielle moins x sur 2. Et le sinus hyperbolique, c'est exponentielle de x moins exponentielle de x sur 2. Bon, donc le cosinus hyperbolique, c'est la partie paire de l'exponentielle. Et le sinus hyperbolique, c'est la partie impaire de l'exponentielle. Voilà, donc, pour calculer cette intégrale, donc je vais rappeler le théorème des résidus, donner des exemples comment on calcule les résidus et à la fin appliquer le théorème pour ce genre d'intégrale. Alors bien sûr, je vais donner la méthode générale pour appliquer ce théorème pour calculer des intégrales de ce type-là. Alors allons-y, on commence par rappeler la notion de fonction holomorphe. Alors une fonction holomorphe, donc c'est une application d'un ouvert de C vers C qui est dérivable au sens holomorphe en tout point z0 de oméga. Ça veut dire que la limite lorsque z tend vers 0 de f de z moins f de z0 sur z moins f0 existe et on l'appelle f' de z0. Voilà, alors donc la théorie des fonctions holomorphes est une très belle théorie en mathématiques et le résultat fondamental de cette théorie, c'est que une fonction est holomorphe si seulement si elle est analytique, c'est-à-dire que une fonction f est holomorphe si seulement si pour tout point du domaine, la fonction est développable en série entière sur un ouvert de centre, ce point est de rayon R. Voilà, donc holomorphe et analytique, c'est équivalent. Alors, et donc en particulier, si une fonction est holomorphe, sa dérivée aussi est holomorphe et toutes ses dérivées complexes vont être holomorphes. Ce qui change
de la situation des fonctions dérivables au sens réel. Alors en plus, on a une très belle formule, la formule de Cauchy, qui nous donne les coefficients à n en fonction des dérivées d'ordre n de a par cette formule. an, c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale sur un cercle orienté positivement de centre A et de rayon R de f de z sur z moins a à la puissance n plus 1. Donc ça, ce sont les formules de Cauchy. Voilà. Alors, cette intégrale, c'est une intégrale complexe. Donc, comment on calcule ce genre d'intégrale? Donc, intégrer une fonction de C vers C le long d'un contour, une courbe C, c'est l'intégrale de A, B, G de gamma T, gamma prime de T dt, où gamma est une paramétrisation de la courbe. Donc là, vous avez votre courbe gamma C, et vous la paramétrez, c'est-à-dire vous définissez une application d'un intervalle AB dans R, et gamma T va parcourir la courbe C. Et cette intégrale, c'est l'intégrale de AB, G de gamma T, gamma prime de T, T de T. Voilà, alors donc ça c'est donc brièvement, j'ai rappelé la notion de fonction holomorphe. Alors le théorème de résidu, en fait, s'applique à une classe de fonctions un peu plus générale que les fonctions holomorphes, qui sont les fonctions méromorphes. Alors c'est quoi une fonction méromorphe sur un ouvert oméga de C? C'est une fonction qui est définie sur oméga, excepté un sous-ensemble de points isolés. Donc voilà, donc il existe un sous-ensemble de points isolés, tel que la fonction f est définie sur oméga moins cet ensemble, et en plus, il est holomorphe. Donc il est holomorphe sur un ouvert moins un nombre, moins un sous-ensemble de points isolés. Et les singularités sont spéciales, c'est-à-dire que chaque point dans cet ensemble, chaque singularité, au voisinage de ce point, la fonction est équivalente à L sur Z moins A à la puissance n. Ce qui s'exprime en disant que la limite de Z moins A à la puissance n f de Z égale à L, où L est un nombre complexe différent de 0. Donc ça veut dire, voilà, donc les éléments de P, on va les appeler les pôles de F, et donc voilà, donc une fonction méromorphe, donc c'est une fonction qui est définie sur un ouvert de C, excepté un nombre fini de points, et au voisinage de chaque point, la fonction f de z est équivalente à L sur z moins a à la puissance n. Voilà, donc il y a des singularités, mais des singularités qu'on contrôle, qui ont une forme déterminée 1 sur z moins a à la puissance n. Alors bien sûr, toute fonction holomorphe et méromorphe, dans ce cas-là, il n'y a pas de points isolés, il n'y a pas de pôle. Alors les points de P sont appelés des pôles de F. Alors, comme on a vu que les fonctions holomorphes sont analytiques, les fonctions méromorphes sont aussi analytiques en un sens plus général. Donc, si vous avez une fonction méromorphe et si vous prenez un pôle A de la fonction f, sur un disque de centre A et de rayon R qui ne contient que ce point comme pôle, la fonction a un développement de le rond. Donc il y a un développement, donc il y a cette partie-là, on va dire entière, et puis il y a cette partie-là, disons singulière. Voilà, donc il a un développement de le rond. Donc, et en fait, voilà, donc, et comme
être méromorphe, c'est équivalent à avoir un développement de Laurent de ce type au voisinage de chaque pôle. Donc voilà, donc c'est ça la généralisation. Alors, M, ce nombre-là, le plus grand entier donc, qui apparaît dans ce développement de M, ça s'appelle l'ordre du pôle A. Voilà, donc c'est ça la classe des fonctions méromorphes. Alors, un exemple de fonction qui n'est pas méromorphe, donc si vous prenez f de z égale à exponentielle de 1 sur z, ben il a son développement, il a ce développement-là, mais ce développement-là ne s'arrête pas comme ici à 1m, il va jusqu'à moins l'infini. Voilà, donc ça c'est un exemple de fonction qui est holomorphe en tout point z différent de 0, mais à la singularité 0, et ben, la singularité explose. Et donc, voilà, ça c'est voilà, pour voir la différence entre ce qui est méromorphe et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire dans le développement de Laurent ne s'arrête pas. Voilà, alors, la remarque fondamentale sur les fonctions méromorphes. Donc, on prend donc un point, une fonction méromorphe, une singularité, un pôle d'ordre M. On écrit le développement de Laurent de cette fonction. On prend un cercle de centre A et de rayon R. On le paramétrise. Donc, voilà une paramétrisation de ce cercle. C'est l'application qui était associée à plus R exponentielle ut. Donc ça, c'est une paramétrisation de ce cercle. Et on va calculer l'intégrale de f de z et t de z sur ce cercle, orienté positivement. Alors pour cela, il faut que je calcule cette quantité-là, puisque ça, j'ai des z moins a à la puissance p pour p dans z. Donc je calcule cette intégrale. Alors quand je calcule la formule, donc je fais z moins a, donc gamma de t moins a, c'est r exponentielle it, à la puissance p. t de z, c'est r i exponentielle it. Alors quand je regroupe, ça me donne i r à la puissance p plus 1 à l'intégrale de 0 à 2pi. Et là, je remarque que si p est différent de moins 1, ben cette fonction a une primitive 1 sur p plus 1 exponentielle sur i, 1 sur p plus 1 i. Voilà, et c'est une fonction périodique de période de pi, donc ça donnera 0. Donc pour p différent de moins 1, ça va donner 0. Et pour p égale à moins 1, ça c'est 1. Et donc je vais avoir l'intégrale ici, ça va donner aussi 1. Et donc je vais avoir 2 pi. Donc cette intégrale égale à ça. Donc ça, c'est la remarque importante. Quand vous avez une fonction de méromorphe, vous écrivez son développement de Laurent, et bien toutes ces intégrales vont s'annuler sauf celui-là. Il va nous donner la constante c-1. Et donc on a cette belle formule. Donc voilà, donc alors on a ce coefficient-là devient quelque chose d'important. Et c'est ce qu'on appelle le résidu de la fonction f au point A. Donc c-1 est appelé résidu de f en A. Bon, alors donc, en pratique, pour calculer ce nombre, bon, il faut écrire le développement de Laurent. Bon, en théorie, je veux dire. Mais on va voir qu'on a des formules. Alors, voilà, donc on a montré ça, cette belle formule. Ça, c'est le résidu. Alors, je remarque que si je multiplie f par z moins a à la puissance m, donc là, il va y avoir des simplifications. Et donc, là, ce coefficient, pour avoir ce coefficient, il faut dériver cette quantité m-1 fois.
Alors quand je dérive m-1 fois ça, donc je vais avoir factoriel de m-1 fois c-1. Voilà, et tout ça, ça va s'annuler et il lui restera ça. Et donc si je fais tendre z vers a, ben, je vais avoir le coefficient c-1. Donc on a cette belle formule. Le résidu de f en a, c'est 1 sur m-1 factoriel. Je dérive z moins a à la puissance m f de z, m moins une fois. Et je prends la limite lorsque... Donc là, ce qui est important ici, c'est que dans cette formule, je n'ai pas besoin de calculer le développement de Laurent de f. Donc il faut juste que je dérive cette fonction m moins une fois, tendre la limite vers 0. Donc voilà le résidu. Voilà, donc on a défini les fonctions méromorphes. On a les pôles de ces fonctions. Ces pôles ont un ordre. Et à chaque pôle, on associe un nombre complexe qui est le résidu. Alors, on va voir un cas particulier. En fait, c'est le cas qu'on trouve en pratique. Donc, les fonctions méromorphes. Donc, si je reviens ici, donc dans cette formule, ben, je remarque que cette quantité-là est une fonction holomorphe, puisque maintenant on n'a plus de quotient, donc ça c'est une fonction holomorphe. Donc en fait, f est le quotient de cette fonction holomorphe par cette fonction holomorphe. Donc en fait, localement, les fonctions holomorphes, les fonctions méromorphes, sont le quotient de deux fonctions holomorphes. Donc c'est la situation générique si on veut. Alors dans ce cas-là, on prend cette situation-là où f c'est le quotient de deux fonctions holomorphes. Alors si je prends un point tel que g de a est différent de 0 et h de a égale à 0, alors puisque h est holomorphe et h de a égale à 0, si je prends le développement en série entière au voisinage de a, eh bien, il va y avoir un coefficient z moins a à la puissance n en facteur, puisque le coefficient a0 est nul, donc on va factoriser par un z moins a à la puissance n. Donc h de z va s'écrire comme ça, où h1 est une fonction holomorphe, avec h1 de a différent de 0. Donc, et dans ce cas-là, A va être un pôle de f d'ordre n. Alors, si je calcule le résidu, donc le résidu, c'est la limite de f de z fois z moins a à la puissance m, donc c'est cette fonction-là. Voilà, donc ça, voilà, on a cette formule. Alors, il y a le cas particulier. Lorsque m égale à 1, cette quantité, c'est la même chose que ça, puisque là, vous allez avoir z moins a fois f, donc c'est z moins a g sur h. Quand vous calculez la limite, vous aurez z moins a sur h, et donc ça, c'est la dérivée de a. Et donc, on a cette formule g de a égale à h' de a. Donc, pour une fonction méromorphe qui s'écrit comme quotient de deux fonctions holomorphes, si on a un pôle simple, et bien le résidu, c'est g de a sur h' de a. Donc, h, c'est la fonction quotient. Sinon, on a cette formule. Alors, on va voir ça en pratique. Donc, voilà. Donc, on a cette formule. Alors, on prend un exemple. Donc, par exemple, f de z égale à cosinus hyperbolique de pi z sur z carré plus 1. Ici, on a deux pôles simples, i et moins i. Donc, f il a deux pôles simples, i et moins i. Le résidu de f en i, donc c'est cosinus h pi sur la dérivée de ça, c'est-à-dire 2z, donc de i. Et ça va donner ça, si vous calculez le cosinus hyperbolique, donc c'est exponentielle de ip, ça fait moins, exponentielle de ip, ça fait moins 1,
plus moins 1, donc ça fait 1. Donc 1 sur 2i, c'est moins 1 sur 2i, c'est i sur 2. Et là, on voit la même chose ici. Voilà, donc dans les cas particuliers, calculer le résidu, bon, pour les pôles simples, c'est juste ça sur la dérivée. Voilà, donc je rappelle, le cosinus hyperbolique. Alors dans le cas où on a des pôles multiples, par exemple cette fonction, donc là on a deux pôles d'ordre 2, plus i et moins i. Donc on calcule la dérivée de z moins a au carré fois f de z. Donc voilà, donc là on va avoir la dérivée de ça. Pour i, je dois faire z moins i fois ça. Ça nous donne ça, je calcule la dérivée, donc je dérive, ça c'est un quotient, et j'obtiens cette formule. Et la même chose pour moins i, donc je dérive, et on remplace, et on calcule la limite lorsque z tend vers i, et on trouve les résidus. Voilà, donc là maintenant on a tout ce qu'il faut. Donc on a défini les fonctions méromorphes, le résidu, comment calculer les résidus dans des situations particulières. Alors maintenant on peut énoncer le théorème des résidus. Alors le théorème des résidus, donc il dit, donc si je prends une fonction méromorphe sur un domaine de C, je prends gamma un contour simple fermé et positivement orienté dans U, et je suppose que f a un nombre fini de pôles A1, A2, AN à l'intérieur de gamma. Donc voilà la situation, donc voilà l'ouvert U, voilà le contour gamma fermé et les points, les pôles qui sont à l'intérieur. Donc on s'intéresse aux pôles, il peut y avoir des pôles à l'extérieur, mais on s'intéresse aux pôles qui sont à l'intérieur de ce domaine. Et le théorème, il nous dit que l'intégrale curviligne de f le long de ce contour gamma, c'est 2 pi, la somme des résidus des pôles qui sont à l'intérieur de cela. Donc voilà la belle formule du théorème des résidus. Donc voilà, donc l'énoncé est clair, on connaît les fonctions méromorphes, on connaît les résidus, bon, l'intégrale, donc tout ça c'est clair, et on a cette belle formule. Alors il se trouve que ce théorème est un outil puissant pour calculer des intégrales de la forme moins l'infini plus l'infini f de x t de x. Alors comment on procède? Alors d'abord on prolonge cette fonction en une fonction méromorphe sur un domaine de C. Donc, ça c'est une fonction réelle de R dans R, puisque je fais l'intégrale de moins l'infini. Je la prolonge en une fonction méromorphe sur un domaine dans C. On choisit un contour, gamma de R, qui dépend d'un réel positif R, approprié, paramétrisé par R, et de telle sorte que la limite lorsque R tend vers l'infini de cette intégrale égale à cette intégrale. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est appliquer cette intégrale, on peut la calculer à l'aide des résidus. Donc c'est des constantes qu'on calcule, et on fait tendre R vers l'infini, et on applique le théorème. Voilà, alors la chose difficile dans cette histoire, c'est de choisir le contour. Alors là, pour être honnête, donc ça, c'est une question de pratique. Il faut avoir fait ça pour des exemples. Une fois qu'on fait ça sur des exemples connus, on commence à comprendre comment choisir le contour en fonction de la fonction f. Donc ça, il n'y a
Il n'y a pas de recette miracle. Donc là, c'est la pratique. Alors, voilà, donc pour calculer cette intégrale, on prolonge la fonction, on choisit le contour et on calcule cette intégrale à l'aide du théorème des résidus. Donc il faut trouver les pôles de f du prolongement qu'on a choisi et on fait la limite. Alors on va pratiquer ça sur cet exemple. Voilà, donc alors ici je prends A strictement positif, P supérieur ou égal à 0. Alors pour A négatif, bon, c'est la même chose puisque ce cosinus est pair. Et pour P négatif aussi, donc si je connais pour ces valeurs, voilà. Alors le cas A égale à 0, bon, nécessite, on va voir qu'on aura besoin de choisir A strictement positif. Alors, le prolongement, ben, je prends f de z égale à exponentielle ipz, de telle sorte que ça, c'est la partie réelle de ça. Donc, je vais avoir que ipa égale à 1 demi la partie réelle de cette intégrale. Il ne faut pas oublier que cette fonction, il est impair. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini égale à 2 fois cette intégrale. Donc si je connais l'intégrale de moins l'infini, je divise par 2. Donc j'ai ça. Et la fonction f. Donc voilà, on a trouvé le prolongement. Alors maintenant, on va, première chose, pour appliquer le théorème à cette fonction, il faut trouver les pôles. Donc on cherche les pôles. Alors les pôles, ce sont les points qui annulent le dénominateur. Donc, je résous cette équation-là, cosinus de hyperbolique de z plus cosinus hyperbolique de a égale à 0. Je remplace ça par exponentielle de z plus exponentielle moins z sur 2. Je multiplie par 2, donc ça donne ça. Ensuite, je multiplie par exponentielle z. Donc là, ça va devenir 1 et ça, c'est exponentielle de z fois 2 exponentielle z. Donc, je vais trouver égal à ça, avec x égale à exponentielle. Donc, z est un pôle, si seulement si exponentielle de z est solution de cette équation du second degré. Alors, on calcule le discriminant de cette équation, donc c'est ça. J'ai utilisé ici la formule cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré égale à 1. Donc, les racines, c'est x égale à exponentielle moins a, x égale à moins exponentielle a ou x égale à moins exponentielle moins a. Donc, on plaçons et donc ça égale à 0 si seulement si exponentielle de z égale à ça ou exponentielle de z égale à moins ça. Alors, je divise par exponentielle de a. Il va me rester ici moins 1. Moins 1, c'est exponentielle ip. Donc, j'ai ça. Donc, z moins a égale à ip plus 2k ip. Et z plus a égale à ip plus 2k ip. Et donc, z, c'est plus ou moins a plus i, 2k plus 1p. Et donc, voilà. On a trouvé les pôles de cette fonction. Donc voilà, on a les pôles ici. Maintenant, il faut trouver le contour. Alors, ça, c'est donc parmi les classiques. Donc, il y a ce genre de contour. Donc, je prends le contour, c'est cette courbe qui va ici de moins R à R. Ensuite, je vais de R à R plus 2IP. Et de R plus 2IP à moins R plus 2IP. Et je reviens à moins R. Donc, le contour, c'est cette courbe fermée, voilà, qui est composée de 4 courbes, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Alors maintenant, les pôles à l'intérieur de ça, donc ici j'ai moins A et A. Alors bien sûr, je peux choisir R plus grand que A, puisque de toute façon, R
va aller vers plus l'infini. Donc je peux choisir R de telle sorte qu'il est plus grand de A. Donc les pôles, eh bien, il y a moins A plus IP, ici pour K égale à 0, et ici moins, et A plus IP. Donc voilà, donc j'ai le contour, et à l'intérieur duquel j'ai deux pôles. Il n'y a que ces deux pôles qui sont à l'intérieur de ce contour. Donc pour appliquer le théorème, donc je dois calculer les intégrales gamma 1 plus intégrale gamma 2, gamma 3, gamma 4 égale 2ip, les résidus de f en ces deux points. Alors maintenant, pour calculer l'intégrale sur ces courbes, je dois paramétriser. Alors gamma 1, la paramétrisation, c'est t entre moins r et r. Gamma 1 de t égale à t. Gamma 2, donc c'est r plus 2i plus it pour t entre 0 et 2pi, donc pour aller ici de 0 à 2pi. Et gamma 3, c'est moins t, donc je vais dans l'autre sens, plus 2ip pour t allant de moins r à r. Et gamma 4 de t, c'est moins r plus i, 2pi moins t, t. Voilà, donc maintenant j'ai tout pour appliquer le théorème. Donc j'ai les pôles, j'ai le contour, j'ai les pôles qui sont à l'intérieur du contour, j'ai les paramétrisations, maintenant il faut calculer. Alors on commence, donc voilà le théorème des résidus. Et je commence par l'intégrale de gamma 1. Alors l'intégrale de gamma 1, c'est gamma 1 c'est t, donc c'est exponentielle ip t cosinus hyperbolique de z. Voilà, donc c'est cette intégrale entre moins r et r. Gamma 2, gamma 3, dans l'autre sens, donc c'est ça. Je remplace par cette quantité, donc je vais avoir ça. Alors je remarque que si je fais le changement de variable u égale à moins t, ici ça ne va pas changer, ici ça va donner moins, ici ça va donner EIT, les bornes vont changer, alors moins par moins ça va donner plus, les bornes vont changer, donc ça donne un moins, et donc je vais trouver cette quantité-là. Voilà, donc j'ai déjà ça. Donc ça, quand R tend vers l'infini, ben ça tend vers l'intégrale que je cherche. Ça aussi. Alors les autres, c'est une autre situation. Donc si je fais gamma 2, je vais avoir gamma 2, c'est ça. Donc c'est exponentielle de PR, exponentielle moins PT. I par I, c'est moins 1, donc j'ai ça. Sur cosinus de R plus IT. Et pour gamma 3, bon, j'ai quelque chose d'analogue. Alors ici, l'idée, dans l'application du théorème, c'est de montrer que ces deux intégrales tendent vers 0 lorsque R tend vers 0. Et pour cela, donc, je dois majorer cette quantité, cette fonction par quelque chose. Donc ça, c'est 2 modules. Ça, c'est plus petit que 1, puisque P est positif. Ça, c'est de module 1, donc il faut que je minore cette quantité-là. Et comme ça, j'aurai une majoration. Donc l'idée, c'est de montrer que cette limite égale à 0. Donc je vais minorer ça. Alors donc, je le calcule, je calcule ça. Cosinus hyperbolique, c'est 1/2 exponentielle de ça plus exponentielle moins ça. Et donc, je remarque que si je fais 1/2 ER, ben c'est donc ça, je fais donc ER, donc c'est 1/2 ça. J'ajoute, donc je fais ça et je le retranche. Donc voilà. Puisque ça, ER, ça c'est le module de ER, EIT. Donc voilà, donc j'ajoute et je retranche, donc je trouve cette quantité-là. Et ça, à cause de l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que ça,
plus le module de ça, plus le module de ça. A est positif, le cosinus hyperbolique est positif. Et voilà, et j'ai ma quantité que je cherche à minorer. Et donc j'ai ça. Voilà, et donc ça, c'est ça la grosse, disons, astuce dans ce truc-là. Et maintenant, ben, j'ai ça. Donc si je prends l'intégrale de f de z, c'est ça. Donc je vais prendre le module de ça. Donc c'est le module était inférieur à l'intégrale du module. Ça, c'est plus petit que 1 et ça, c'est plus petit que ça. Et donc j'ai trouvé cette belle inégalité. Et je remarque que quand R tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, donc ça tend vers 0. Et j'ai montré que, voilà. Et c'est ça la partie délicate. Alors maintenant, je reviens. Voilà mon intégrale, la fonction, le théorème. J'ai montré ça et ça. Et les autres, la limite pour les autres, c'est 0. Et donc, voilà, on est presque arrivé. Quand R tend vers l'infini, je vais avoir cette intégrale plus celle-là, égale à 2ip, les résidus. Donc maintenant, ben, il me faut calculer les résidus. Mais comme c'est des pôles simples, les résidus, c'est cette fonction sur la dérivée. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc on calcule les résidus. Et je remarque que ça, c'est sinus hyperbolique de A. Et donc je vais avoir ça. Je vais avoir l'autre résidu, c'est la même chose. Et je calcule cette quantité. Donc en faisant la somme, je vais trouver ça. Et maintenant, je calcule ça. Ça, je peux l'écrire comme exponentielle pp, ça, est égal à 2 fois sinus hyperbolique de ça. Et si je regroupe tout cela, ça je le connais, ça je le connais, je vais avoir mon intégrale, c'est ça, quotienté par ça, que j'ai calculé ici. Je vais trouver ma formule. Voilà, et on arrive à la fin. Voilà, donc, ça c'est, donc moi j'ai fait le tour. Il y a plusieurs exemples de calcul d'intégrale avec les résidus, mais celle-là, je crois que bon, c'est la plus difficile que je connais. Mais bon, voilà. Et en fait, pour l'histoire, ça c'est une intégrale connue sous le nom d'intégrale de Ramanujam, le génie indien. Donc il a touché à ce genre d'intégrale. Voilà, et je vous remercie. Donc n'oubliez pas de liker, s'abonner, partager pour encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Et je vous remercie.